Et puis il y a les autres, les 20% qui restent, et les 20% qui restent, ça va se passer de la manière suivante. En 2021, dégrèvement de 30%, 2022, dégrèvement de 65%, et 2023, exonération. La taxe d'habitation sera morte en 2023. Oui, 2023 quand même, il faut du temps. Simplement, une petite observation, je ne vais pas la commenter, c'est qu'il y a dans la loi de finances l'annonce d'une révision des valeurs locatives des immeubles d'habitation pour 2026. Et donc, si on revalorise les valeurs locatives sur des immeubles d'habitation, c'est sans doute pas pour faire un exercice de style. Ça servira évidemment à un moment quelconque à l'assiette d'une imposition locale. Est-ce qu'on va rétablir une forme de taxe d'habitation qui ne s'appellera pas comme ça? On ne sait jamais. Il faudra bien que dans les collectivités territoriales, les habitants puissent contribuer quand même, sous une forme ou sous une autre, aux dépenses de la collectivité territoriale. C'est presque du bon sens. Mais on verra bien à ce moment-là. Deux mesures. L'exonération de contributions économiques territoriales et de taxes foncières pour les commerces de proximité dans les zones de revitalisation rurale, en milieu rural. Population de la collectivité moins de 3500 habitants. Une aire urbaine d'inférieur à 10 000 emplois et des établissements qui exercent une activité commerciale, moins de 10 établissements. Et dans ce cas, exonération possible, sous condition de moins de 11 salariés, moins de 2 millions de chiffre d'affaires, etc. Vous observez qu'il n'y a pas de condition particulière de venir sur la collectivité pour obtenir l'avantage. Autrement dit, les commerces qui sont déjà dans les collectivités concernées peuvent bénéficier de cette exonération, mais il y a une condition. Il faut que la collectivité territoriale le décide, parce que c'est facultatif et pas obligatoire. Et vous verrez que ce n'est pas aussi facile que cela de créer une exonération pour des activités qui sont déjà sur place. On a le même dispositif d'exonération concernant le commerce de proximité dans les zones de revitalisation des centres-villes. C'est plus tout à fait la même chose. Ce sont des communes concernées, conclusion d'une convention de revitalisation des territoires avant le mois d'octobre de l'année N-1 et avec un revenu fiscal médian qui est plus faible que le revenu fiscal national. Les entreprises concernées sont les entreprises commerciales et artisanales qui sont des PME au sens communautaire. Là aussi, c'est facultatif. Comme c'est facultatif et qu'il y a déjà des entreprises qui sont susceptibles d'en bénéficier, à supposer qu'elles soient informées de l'exonération parce que la collectivité prenait la décision avant le 20 janvier de l'année 2020, à ce moment-là, il faudrait solliciter par voie de réclamation la non-imposition de dégrèvement avant le 29 février 2020 au titre de l'année 2020 auprès du SIE. Et puis, il faudra faire une déclaration concernant les identifications des immeubles concernés. Donc il y a là une surveillance à exercer. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de collectivités qui décident de cela, puisque ça veut dire qu'on décide d'une exonération pour des commerces qui existent déjà, qui sont déjà localisés. Et si par malheur pour la collectivité, il y avait un commerce détenu par la fille ou le fils du maire, on voit bien que cette exonération ne sera jamais appliquée. Parce que ce n'est pas possible. La TVA, alors la TVA, la vraie mesure, c'est la mesure vers la facture électronique. C'est ça le vrai changement. Si on fait un tour d'horizon rapide, en disant que l'assujetti à la TVA a des obligations, quand il utilise un logiciel de caisse, il est obligé de le faire certifier. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux assujettis qui réalisent des opérations avec des non-assujettis. C'est le commerce, c'est les grandes surfaces, c'est la FNAC, c'est Darty et c'est le boulanger. C'est tous ceux qui s'adressent à des non-assujettis, c'est-à-dire à des consommateurs finaux. Et là, l'obligation, c'est quand on a un logiciel de caisse, que ce logiciel de caisse
soit certifié, à défaut de quoi 7 500 € d'amende et l'obligation de le faire certifier, sinon une deuxième amende. Ça commence à peine à regarder cette existence. Pour la deuxième catégorie, ce sont les assujettis qui s'adressent à des autres assujettis et dont l'obligation, c'est de faire des factures. Et donc, il va falloir mettre en place une piste d'audit fiable qui permette à l'administration de vérifier que tous les produits qui ont été vendus ont bien fait l'objet d'une facturation qui elle-même a bien été comptabilisée. C'est ça, la piste d'audit fiable. Autrement dit, c'est permettre à l'administration, sans qu'elle soit obligée de pointer toutes les factures, ce qui est strictement impossible, de vérifier que le processus comptable, par une mission d'audit que les commissaires aux comptes savent faire, hein, quand il s'agit de reconnaître le chiffre d'affaires, etc., ils ont des méthodes, et bien c'est la même. Il faut que l'inspecteur des impôts puisse, en fonction des informations qu'on lui donne, puisse conclure que l'ensemble des opérations taxables ont bien été taxées. Et que la TVA récupérée correspond bien à une TVA qui avait été acquittée. Si on n'a pas la piste d'audit fiable, quelles en sont les conséquences? On peut considérer que les factures sont des factures fictives, ce qui impliquerait une amende de 50%, mais surtout, si les factures sont toutes comptabilisées, les 50% peuvent être amenés à 5%. Mais ça veut dire quelque chose sur le plan concret. Ça veut dire qu'une entreprise qui aurait l'obligation d'avoir une piste d'audit fiable et qui ne serait pas considérée comme l'ayant, eh bien, alors qu'elle a tout constaté en comptabilité, qu'il n'y a aucune omission déclarative, elle risque 5% d'amende sur la totalité de son chiffre d'affaires. C'est quand même une question essentielle. En ce qui concerne les factures d'achat, le risque, c'est la non-récupération de la TVA. Alors maintenant, que se passe-t-il de plus? Il y a une mesure qui consiste à dire qu'avant le 1er janvier 2025, au plus tard, il faudra instaurer partout la facture électronique. Alors la facture électronique, beaucoup en parlent entre eux. L'entreprise sera contente d'avoir une facture électronique qu'elle enverra à son client, et réciproquement. Et l'expert comptable sera content d'avoir un client qui ait des factures électroniques, parce que simplement, il y a quelque chose de plus. C'est que la facture électronique va être envoyée à l'administration, en même temps qu'au client. Et quand vous voyez ça, ça veut dire que peut-être, un jour, pas très lointain, l'administration fiscale pourrait faire les déclarations de TVA. Parce que, pour toutes les autres, parce qu'elle a les factures de vente et d'achat, en même temps que vous. Évidemment que quand je dis l'administration, chacun d'entre vous a bien vu que ce n'est pas un fonctionnaire qui va faire ça. Il n'y en a pas assez, et en plus il ne pourrait pas. C'est l'intelligence artificielle qui va pouvoir à la seconde mettre dans la grande machine toutes les factures qui vont arriver par-ci par-là, les classer, les reclasser, dégager la TVA, etc. On entre dans un monde particulièrement nouveau. Et c'est ça qui est devant nous, avec la facture dite électronique. Pour ce faire, eh bien, il va y avoir un petit rapport qui va être mis en septembre par la DGFiP au Parlement pour dire voilà comment on va essayer de faire pour que les modalités pratiques soient suffisamment efficaces sans être trop lourdes. Mais au fond, l'objectif, c'est la DGFiP qui le fait, la facture électronique. C'est pas le privé, c'est pas le truc, c'est les pouvoirs publics. Pourquoi? Parce que c'est ça la perspective de déclaration. Alors, ça nécessitera peut-être un certain nombre d'adaptations. Et si on voulait, il faudrait peut-être que la TVA soit due lors de la facturation, plutôt que la subtilité entre l'encaissement, le truc, la prestation. On verra bien.
soit on s'adresse à un non-assujetti ou une personne bénéficiant d'un régime dérogatoire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas assujetti, et dans ce cas-là, il faudrait que j'ai, dans chacun des pays où je vends des produits, un numéro d'identification pour payer la TVA dans ce pays, au taux de ce pays. Et pour éviter cela, pour les petites ventes, eh bien on a retenu comme principe, au plan communautaire, que les livraisons intracommunautaires d'un faible montant, situé entre 35 000 et 100 000 euros, et c'était chacun des États qui décidait du seuil, eh bien, pouvaient bénéficier du régime des livraisons des ventes à distance, et dans ce cas, pour ces petits montants, on payait la TVA dans le pays du fournisseur. On avait en général des seuils de 35 000 pour beaucoup d'États, d'autres étaient 100 000, et c'était des seuils par État. Il y a un changement tout à fait considérable, puisque désormais, le seuil est un seuil de 10 000 euros unique, le même pour tous les pays, et un seuil global. Autrement dit, c'est 10 000 euros pour toutes les ventes à distance d'une entreprise vers tous les pays de l'Union européenne. Autrement dit, la vente à distance est morte, pour beaucoup de cas. Et donc, on va entrer dans un autre système qui impliquerait qu'on ait des représentants ou des numéros d'identification partout, et donc on aura au contraire quelque chose qui va s'adapter, qui s'appelle le guichet unique. Autrement dit, on déclarera dans le pays où je suis, au guichet unique de la DGFiP, que j'ai vendu en Pologne, que j'ai vendu en Allemagne, que j'ai vendu, et à ce moment-là, on paiera la TVA au guichet unique, et le guichet unique se débrouillera pour verser aux divers pays la TVA qui leur reviendra. On a même été un peu plus loin pour dire que ce régime des ventes à distance, on pourrait même l'appliquer aux importations, c'est-à-dire aux livraisons qui sont faites par des pays, enfin des entreprises situées dans des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Et dans ce cas, eh bien, vous avez la possibilité de vous trouver dans la vente à distance, c'est-à-dire qu'on va faire passer l'opération par le mini-guichet unique qui permettra de taxer dans le pays d'importation, mais au guichet unique TVA, et pour les petites valeurs qui n'excèdent pas 150 euros. Pour ceux qui excèdent 150 euros, on sera dans le régime de l'importation, TVA à l'importation. Vous avez une petite règle ici qui est tout à fait spécifique, qu'il faut comprendre, parce que sinon, quand on fait une vente, une livraison intracommunautaire, on vous dit qu'il faut le numéro d'identification du client pour justifier de la livraison exonérée, puisqu'on sait que grâce à cela, le client va auto-liquider la TVA. Simplement, ce numéro d'identification que vous avez, on a toujours pensé que c'était une condition obligatoire de fond. La Cour de justice de l'Union européenne a dit que la détention du numéro d'identification, c'est une condition de forme et pas une condition de fond.